il y en a déjà pour le moment, il y en a déjà 16, donc je vais te les lire. La première est toute simple, on va la prendre en premier puisque c'est la première qui a été faite par Najat. C'est quoi le SOP, s'il vous plaît? Ah, Start of Production, oui, désolé, on est tellement, on est tellement dans le bain qu'on ne s'aperçoit plus qu'on parle, avec des abréviations pardon, qui sont tant du français, tant de l'anglais ou du franglais, enfin voilà quoi. Donc c'est Start of Production, donc voilà, démarrage de production. Il est redoutable, hein, parce qu'il y a ce vocabulaire à la fois. Et puis il y a aussi des choses comme ça, mais plus du japonais. Dans le support de la formation dont je parlais, il y a, je pense maintenant, on est arrivé à 10 pages remplies de choses comme ça, parce que le vocabulaire est assez particulier. Très bien. Prochaine question de Simon. Comment sont choisis les partenaires et vous est-il arrivé d'arrêter certains partenariats et pour quelles raisons? Oui, bah les partenaires sont choisis par rapport aux produits qu'on recherche, la technologie, la localisation. Encore une fois, donc on a favorisé quand même la production Made in France, Made in Europe. Voilà, différents critères. J'ai parlé au début à un moment de visite de fournisseurs, c'est là qu'on va, lorsqu'on a besoin d'introduire, et ça a été vrai surtout au début de TMMF, hein, lorsqu'on a besoin d'acheter de nouvelles pièces, ou des pièces, voilà, c'était une usine qui démarrait, même si on s'est appuyé sur un certain nombre de fournisseurs qui étaient déjà fournisseurs pour TM UK. Donc on fait des visites de sites, donc avec un certain nombre de critères, que ce soit donc, en matière de qualité, en matière de delivery, en matière d'organisation de production. Donc quelque part on regarde un petit peu si le fournisseur il est à des milliers de lieux des attentes de Toyota, ou si effectivement ce fournisseur-là il a un potentiel pour pouvoir travailler avec Toyota, et puis la réceptivité aussi par rapport aux attentes de Toyota. Et puis voilà, donc c'est comme ça qu'on choisit les fournisseurs. Et puis est-ce que on a arrêté des fournisseurs? Oui, on a arrêté des fournisseurs. Je parlais de blacklistage ou fournisseurs blacklistés. Donc vraiment à l'expérience de la première génération d'Iris, on avait effectivement établi une liste de fournisseurs, j'ai envie de dire, avec lesquels on ne pouvait plus travailler. Donc on a eu de fortes discussions avec les achats. Et puis sur certains, on a d'un commun accord dit effectivement on ne travaille plus. Pourquoi? Parce que, encore une fois, pour les critères que j'ai évoqués, pas de retour par rapport aux attentes de Toyota, pas effectivement d'implication notamment des dirigeants, etc. Donc des performances pas du tout aux attentes. Et puis avec d'autres, donc quelque part, chaque fournisseur avait sa seconde chance, mais donc certains ont saisi cette seconde chance et sont passés d'une liste de blacklistés à effectivement être conduits sur la deuxième génération. Et puis voilà, donc oui, on peut arrêter, et on a arrêté des prestations et des fournisseurs, quoi. Attention, Renan, les questions pleuvent, on en est à 22, donc on va y aller. Est-ce que Toyota a des fournisseurs backup pour gérer une crise chez un fournisseur de pièces critiques? Comment est-ce géré en regard du juste à temps et du partenariat respect du fournisseur? Non, généralement, Toyota a des mono-fournisseurs. Donc, on a, parce que, effectivement, encore une fois, la compétitivité, le coût des outillages, etc. Et puis nous, on préfère travailler sur la fiabilité des fournisseurs. Donc, encore une fois, travailler sur leur performance. Les aider, je l'ai cité plusieurs fois, en cas de crise, lorsqu'un fournisseur a une crise, envoyer des experts pour travailler avec le fournisseur et puis faire que ces crises soient minimisées vis-à-vis des sites de production Toyota. Donc, très bien. Une question de Véronique. Est-ce que le lead time est un indicateur de performance pour évaluer les fournisseurs ou est-ce uniquement l'OTD? Non, le lead time, ça fait partie des critères que l'on va utiliser pour évaluer
le savoir-faire des fournisseurs en interne. Et puis effectivement, donc on va regarder le lead time comme ça. Par contre, le lead time proprement dit des fournisseurs, lorsqu'on est parti en masse production, non. Non. Mais par contre, effectivement, on aidera les fournisseurs, par exemple, à améliorer leur lead time en interne, puisque ça veut dire qu'ils auront une production qui sera plus efficace, donc des coûts internes moindres, et puis on pourra avoir un retour sur le prix pièce, quoi. Question suivante de Julie. Et puis, par contre, oui, c'est un point important aussi, le lead time sur la préparation des livraisons, quoi. Donc là aussi, c'est important d'avoir un fournisseur qui maîtrise bien son lead time, qui peut le réduire, puisque plus il réduit son lead time, moins, effectivement, parce que c'est la recherche aussi, il a besoin de stock, donc plus on a des livraisons qui sont faites, j'ai envie de dire, pièce à pièce, comme c'est attendu, quoi. Question de Julie. Quels fournisseurs ont accepté de suivre la démarche Toyota en France? Pardon, quels sont les fournisseurs en France avec qui vous avez développé des partenariats? Globalement, à part quelques-uns avec qui on a arrêté, mais j'ai envie de dire l'ensemble des fournisseurs français a suivi la démarche. Alors ça n'a pas été, tous avec le même enthousiasme, hein. Moi voilà, parce que je l'ai vécu, j'ai en tête deux fournisseurs très importants de l'industrie automobile, et j'ai en tête l'annuel business meeting de 2005, je pense, si ma mémoire est bonne, où on avait engagé cette démarche d'amélioration de la performance avec deux grands groupes. Un des patrons de groupe donc était convoqué avant l'annuel business meeting, on va dire clairement avec l'ensemble avec le président de TMI, avec moi-même, avec les achats, etc., pour clairement lui remonter les bretelles et lui dire que ça ne pouvait pas continuer comme ça. Et puis, en parallèle, on avait l'autre patron de groupe qui lui était à l'annuel business meeting, et qui était récompensé pour l'amélioration de ses performances, quoi. Voilà. Donc on a amené la même approche avec deux grands groupes, et un qui a suivi et l'autre qui n'a pas suivi. Après le deuxième, il y a eu des changements d'organisation, etc. Et puis il s'est grandement amélioré par la suite, quoi. Mais voilà, ça m'a beaucoup marqué ce annuel business meeting de 2005. Question de Simon. Travailler en partenariat avec les fournisseurs, cela veut-il dire qu'il n'y a pas de mise en concurrence lors des appels d'offres? Non. Il peut y avoir effectivement alors sur les nouvelles pièces. Même sur des pièces qui sont reconduites, parce que là aussi, on recherche aussi, et encore une fois, la performance à travers l'amélioration continue. Ça va pas être, on va pas rechercher un fournisseur qui va nous faire moins 5% ou moins 10% pour prendre un marché. Il faut que derrière, il y ait effectivement une base d'amélioration continue. Donc ça veut dire que on peut avoir effectivement une mise en concurrence qui va être faite, mais en fournisseur, en lui montrant des voies d'amélioration et en s'impliquant, parce qu'il y a des équipes Toyota qui vont travailler avec les fournisseurs pour améliorer leur organisation de production, et donc leur proposition en termes de prix pièce. Autre question d'un participant anonyme. Comment faire quand l'entreprise ne représente qu'un faible CA de son fournisseur? Je sais que tu aimes bien cette question, parce que les gens ont tendance à oublier comment vous êtes arrivé. Oui, c'était notre cas, hein, très honnêtement. En 2000, TMMF annonçait 150 000 véhicules, donc c'était quand même peanuts pour certains fournisseurs, hein, des grands groupes. 150 000 véhicules, c'était pas grand-chose. Et puis, par exemple, parce que j'ai vécu, je l'ai cité tout à l'heure, si vous allez chez des sidérurgistes comme ArcelorMittal ou Thyssen ou Corus à l'époque, pour leur parler de Quality Roadmap, donc d'amélioration de la qualité, et que vous représentez vraiment, alors, encore moins que ce que vous pouvez représenter chez les fournisseurs de pièces. Donc c'est pas facile, mais encore une fois, il faut être persévérant, convaincant. Et c'est une longue démarche, hein, c'est une longue approche, mais bon, ça a pris une bonne dizaine d'années, mais ça fonctionne, parce que là aussi, c'était un point important, c'est venez voir chez nous ce qu'on a mis en place, ou si vous faites chez vous ce que l'on fait chez nous,
regardez un petit peu ce que vous pouvez avoir en termes de retour sur, j'ai envie de dire, sur l'expérience et votre compétitivité, quoi. Donc, mais c'est pas facile. C'est vrai que mais voilà, il faut être convaincu et puis être persévérant et garder cette approche. Merci. Les résidents, ce sont des salariés détachés de Toyota chez les fournisseurs? Non, c'est des salariés des fournisseurs détachés chez Toyota. Pardon. Non, il y a. Voilà. C'est peut-être mal expliqué, mais c'est des représentants des fournisseurs qui sont à temps complet ou à temps partiel dans l'usine TMMF, par exemple. Question de Arnaud. Pouvez-vous détailler un peu plus les IP bars des phases projets et quels sont les bad news first des fournisseurs auxquels vous avez été confrontés? Oui, IP bars phase projet, c'est la barre qui sert à. C'est une pièce, hein, c'est une pièce. L'IP bar, voilà. Ça s'appelle donc instrument de panel IP bar, donc la barre qui sert à fixer les planches de bord dans les véhicules. Donc c'est une pièce très importante qui est montée à l'assemblage. Et globalement, ce que je voulais citer à travers cet exemple-là, j'ai cité plusieurs fois, c'est l'engagement des dirigeants de Toyota à suivre par exemple des pièces stratégiques et aller chez les fournisseurs, à aider les fournisseurs. Et donc, bon, moi, en tant que patron de la production, j'étais en charge de suivre plus particulièrement donc, la préparation dans le cadre du projet donc, de l'IP bar. Voilà, donc je suis allé plusieurs fois chez le fournisseur, donc jusqu'à mon départ de Toyota en août 2019. Et j'y suis allé, je pense la dernière fois, c'était quelque part en juin ou juillet de mémoire. Ouais. C'était en juillet pour la sécuriser la préparation des pièces 1A. Et bon, je ne dirai pas comment ça s'est passé, mais voilà, c'est très important. Et puis chaque top manager de TMMF avait donc une pièce ou une famille de pièces donc sous sa responsabilité. Voilà, et il y avait une deuxième. Il n'y a pas un deuxième point sur la. Oui. Il y a tellement de questions, j'étais en train de lire devant. Je sais qu'il y avait la deuxième partie, j'ai oublié aussi. Je remonte, excuse-moi, on en est à 32 questions. Ah oui, quels sont les bad news first des fournisseurs auxquels vous avez été confrontés? Où t'es confronté, je ne veux pas citer d'exemples bien précis, mais ça peut être des gros problèmes qualité ou des gros problèmes par exemple d'outillage, de moules cassés, etc. Quoi. Donc c'est tout ce qui fait la vie dans l'industrie et ce dont on a à s'occuper régulièrement. Alors il y en a de moins en moins, hein. Je pense qu'on a aussi beaucoup progressé et notamment en termes de crise qualité, ça s'est considérablement réduit, mais voilà quoi, donc c'est ce genre de crise comme ça. Alors ce qui est important, c'est effectivement, on peut venir avec une mauvaise nouvelle, mais on vient aussi avec des propositions et pas dire voilà, on est désolé monsieur le client, vous allez arrêter votre chaîne demain matin, quoi. Non, ça on l'a jamais accepté. Et puis je pense que ça c'est pas possible. Donc les fournisseurs qui agissaient de cette façon-là ou qui venaient expliquer une crise de cette façon-là, et puis alors voilà, et les fournisseurs qui avaient une crise chez eux et qui disaient rien et qu'on découvrait dans l'usine, bon, il y en a eu quelques-uns aussi, quoi, voilà. Mais ça fait partie quelque part de la construction, des attentes. Encore une fois, j'ai parlé dans les valeurs de Toyota du respect. Donc ça c'est très important, respect, travail en équipe. C'est ce qu'on attend des comportements et notamment des dirigeants, quoi. Parce que je pense que là aussi, le point important, c'est que les dirigeants ont une part importante pour influencer dans la construction de ce partenariat, quoi. Dirigeants des fournisseurs. Question suivante. Comment un nouveau fournisseur réussit-il à intégrer ce panel? Un nouveau fournisseur, comment il réussit à intégrer ce panel? Il y a différentes portes d'entrée. Ça va dépendre, par exemple, d'une nouvelle technologie que Toyota veut mettre en place. Ça peut être aussi une proposition du fournisseur. Donc les achats reçoivent régulièrement des fournisseurs qui ne sont pas encore dans le panel et qui viennent proposer soit des technologies, soit effectivement voilà quoi. Donc avec derrière
une démonstration aussi de ce que ce fournisseur-là peut répondre aux attentes de Toyota, que ce soit en matière de qualité, en matière de qualité, de livraison, de développement projet. Et voilà, quel est son savoir-faire. Question suivante de Simon. Cette politique qualité et supply chain a-t-elle été impulsée par le groupe Toyota ou a-t-elle été initiée par le site de Valenciennes? Comme je l'ai expliqué au départ, donc il y a une démarche de partenariat et de politique à long terme avec dans le groupe Toyota. Donc effectivement, ça vient pas. Et si vous lisez le modèle Toyota de Geoffrey Licker, vous le retrouverez. Voilà, c'est appliqué partout, quoi. Donc après, il y a des spécificités et c'est un peu ce que j'ai expliqué un peu plus à la fin, liées à TMMF. Je pense que dans les spécificités de TMMF, les ingénieurs résidents, le fait de travailler directement avec des directions qualité groupe. Certaines directions qualité groupe ont été surprises de cette approche-là, parce que bon, à l'époque, ça remonte aux années 2000, quoi. Certaines qualités groupes s'intéressaient étaient beaucoup plus système qualité que performance qualité. Et je me souviens d'un directeur de qualité qui m'a dit: mais c'est quoi ma performance qualité chez vous? Je lui ai dit: c'est pas à moi de vous le dire, c'est à vous de me le dire. Voilà. Question suivante de Philippe, et je vais vous donner ma réponse avant la tienne. Y a-t-il un ADN français dans le management des fournisseurs qui explique que le modèle Toyota a du mal à être imité? Donc moi-même je travaille partout dans le monde, seulement à peine 15% en France auprès d'entreprises françaises. La non-utilisation de ce modèle de partenariat fournisseur sur le long terme à la Toyota est un phénomène mondial. Il n'y a pas un pays ou une culture ou un secteur industriel qui a plus adopté ce genre de choses que d'autres. C'est très très faiblement repris partout dans le monde, et je pense même qu'il y a certains pays dans lesquels c'est encore pire qu'en France, où à 1 centime de différence, hop, on change de fournisseur sans réfléchir du tout. C'est quasi automatique. Donc je pense qu'il y a même pire. Mais donc ta réponse, c'est... Donald, tu crois qu'il y a un phénomène français là-dedans? Non, je pense pas. Non, je pense que c'est effectivement... c'est pas une spécificité française. Moi, j'ai connu la gestion des fournisseurs par General Motors Opel, qui maintenant n'existe plus, mais j'étais fournisseur à l'époque, et je me rappelle comment avoir été reçu et traité à Rüsselsheim. Voilà, je peux en parler parce que ça m'avait beaucoup marqué. Et bon, et après, en traitant les fournisseurs de cette manière-là, on obtient aussi notamment la qualité que l'on mérite, quoi. Et j'ai souvenir de l'Opel Astra ou de l'Opel Vectra. Voilà, et si aujourd'hui Opel n'existe plus en tant que groupe, il y a des raisons, il y a des raisons derrière, et je pense que ça en est une, quoi. Mais sinon, aujourd'hui, non, il n'y a pas de spécificité. Encore une fois, en France, chez les fournisseurs français, vous avez du management qui répond, qui comprend le sens de développer ce partenariat, et puis il y a d'autres qui répondent, d'autres styles de management qui ne répondent pas. Et quand je citais l'exemple des 2 groupes tout à l'heure, c'était 2 groupes français. Voilà, avec un qui a tout de suite répondu, et puis l'autre qui n'a pas répondu. Pardon, je suis en train de... les questions continuent à pleuvoir, donc je suis allé jusqu'en bas de la liste. J'en profite, je vois des questions de Grégory vers la fin, là, sur les crises d'approvisionnement, microprocesseurs, etc. Il y a une référence dans la première page de la conclusion sur un article, et vous pouvez en trouver plein d'autres sur ce qu'a fait Toyota. Ils se sont préparés bien mieux que d'autres. Ils avaient des stocks de plusieurs mois de ces différents composants critiques pour différentes raisons. Mais ils ont souffert et ils souffrent quand même, puisque le phénomène n'est pas juste ponctuel, il est assez structurel. Donc, oui, mais Toyota a beaucoup mieux fait cette gestion-là que d'autres. Je pense qu'il y a eu, parce que je l'ai vécu, un plan de réflexion très important suite à la crise de 2011 et Fukushima, où on s'est retrouvé effectivement très
très tendu et on a souffert donc suite à cette réflexion-là, suite à effectivement à cette crise de 2011, il y a eu un plan de réflexion et puis regardez comment on pouvait se soulager d'être critique face à des pièces stratégiques. Question de Arnaud, allez-vous voir des Kaizen chez les fournisseurs? Ah bah oui, bien sûr, oui, parce que on peut apprendre aussi des fournisseurs, donc bien sûr, il y a un échange. Donc lorsque les fournisseurs ont des Kaizen à proposer, des Kaizen à partager, on va aussi les voir. C'est le rôle notamment des experts au Toyota, que ce soit en qualité ou en logistique ou en SPM, qui vont chez les fournisseurs, qui discutent avec les fournisseurs, qui reviennent après à l'usine en disant tiens, j'ai vu ça, c'est ce fournisseur-là, et voilà. Et puis avec un contraire aussi, où par exemple on a des systèmes de coopération de Kaizen, notamment parce que moi je l'ai vécu quand j'étais patron de la production, entre les équipes maintenance de TMMF et les équipes maintenance de certains fournisseurs. On regarde comment on peut progresser ensemble, ce qui a été fait chez l'un, comment on peut le mettre en place chez l'autre. Est-ce que Toyota accompagne ses fournisseurs pour les investissements en équipement? Sur les investissements en équipement, oui. Oui, Toyota les accompagne. Alors après, c'est les achats qui sont plus à même d'en parler que moi, mais oui, ça peut se faire. Question de Rodolphe. Comment s'assurer que le partenariat n'aille pas jusqu'à l'ingérence? Certains constructeurs peuvent être très intrusifs dans les processus de fabrication et même de management avec leurs équipementiers. Il ne parle pas de Toyota, je n'ai pas travaillé avec Toyota. Oui, c'est vrai, parce que moi j'ai travaillé avec tous les constructeurs avant de rentrer chez Toyota, sauf Toyota. Donc j'avais travaillé avec tous, quasiment, quoi. Donc, et je confirme que certains constructeurs peuvent être très intrusifs. Alors, citer, parce que je l'ai vécu, moi j'ai connu une période où Nissan, par exemple, était aussi un constructeur japonais, était beaucoup plus intrusif que Toyota. Toyota a une manière soft, mais lâche pas, quoi. Donc, mais sauf de venir travailler avec les fournisseurs, etc. Mais encore une fois, on ne veut pas prendre la main chez les fournisseurs parce que ça n'a pas de sens. Il y a quelque part, c'est pas comme ça que le fournisseur va progresser. Par contre, on va lui montrer comment s'y prendre, etc. Mais le point important, c'est que ça soit le fournisseur qui reste maître d'œuvre. Parce que derrière, une fois que l'équipe Toyota est partie, ça s'écroule à nouveau, quoi. Donc il n'y a pas de sens, quoi. Bon, par contre, effectivement, on sait de faire quand il faut être faire. Moi, ça m'est arrivé, et donc avec un de mes managers engineering qualité, de passer une journée à faire des tests chez un fournisseur parce que j'étais pas satisfait du niveau de réponse et il y avait des décisions importantes à prendre derrière, quoi. Donc ça, oui. Bon, mais après derrière, on dit voilà, on a fait ça. Maintenant, quelles leçons vous en tirez et puis qu'est-ce que vous mettez en place pour que ça soit plus à nous de le faire, quoi. Il est moins une. Merci, ça n'arrête pas de pleuvoir là. Les questions arrivent et il y en a plein des excellentes. Je suis désolé, on ne va pas pouvoir toutes les traiter. Donc j'ai dû trier. Là, j'en prends une de Dom. Est-ce que dans vos critères de sélection d'un nouveau fournisseur, évaluez-vous la maturité du management sur le lean, le changement, le Toyota Way, ou êtes-vous plus sur des critères objectifs comme et quantitatifs comme durée de soumission d'une nouvelle pièce et ce genre de choses? Et avant que tu répondes, pour en avoir beaucoup discuté de ces sujets-là, la réponse est oui. Parce que le nombre de fois que je l'ai entendu dire « Oh, ils sont pas lignes du tout » par le fournisseur, c'est quand même plutôt oui. Allez, ta réponse. Oui, tout à fait. Oui, c'est vrai qu'on va aussi regarder. Alors, comment effectivement le modèle de management qui est mis en place chez le fournisseur, et est-ce qu'effectivement ce modèle de management il correspond, il est en phase avec ce qu'on attend nous d'un modèle de management. Encore une fois, c'est les engagements des dirigeants, quoi, des dirigeants de Toyota, mais les engagements des dirigeants des fournisseurs. Est-ce qu'on va pouvoir faire confiance à un fournisseur qui a tel modèle de management ou tel style de management, quoi. Très bien, merci beaucoup de votre temps.